Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux dans cette salle, en ligne également. C'est pour ça qu'on prenait les dispositions pour pouvoir ensuite voir ce qui se dit en ligne également. Merci donc de votre présence pour parler aujourd'hui de l'économie européenne et ses entreprises face aux risques géopolitiques. On a intitulé notre séance Approche croisée. On ne savait pas en l'organisant à quel point ce serait un moment chaud, disons, pointu. Je ne sais pas comment il faut le qualifier, en tout cas où on a besoin de parler, savoir, pour savoir comment est-ce qu'on fait face aux risques géopolitiques et à ces aspects les plus inattendus. On n'en espérait pas tant, à vrai dire. Mais voilà, c'est la situation d'aujourd'hui. À vrai dire, la probabilité qu'il y ait un choc dans les quelques jours précédents, le séminaire était loin d'être nul, vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, je crois que le point de départ de cette discussion, des réflexions qu'on va entendre, c'est quand même l'idée qu'on entre dans une nouvelle ère caractérisée par une incertitude forte en niveau et différente aussi qualitativement de ce qu'on a connu. Un contexte qui, je crois, rend d'autant plus intéressant, d'autant plus utile de croiser les regards. Et voilà, c'est un peu la motivation de cette séance aujourd'hui qui est assez atypique, je crois, assez atypique parce que sur ce sujet commun de risque géopolitique et de savoir comment ils font face les différents agents, aussi bien, on va parler aussi bien d'entreprises que de politiques publiques, gouvernement ce soir, pour appréhender ces questions, il faut ouvrir grand les écoutilles, avoir vraiment une largeur de champ pour en percevoir toutes les dimensions. Voilà, donc la genèse de cette séance où j'ai deux invités extrêmement différents dans leurs approches euh, et leur champ, disons, mais qui vont se croiser autour de ce sujet. Donc notre invité extérieur, parce que l'autre joue à domicile. Donc, c'est André Sapir, qui est une connaissance de très longue date pour moi, donc un expert de référence sur l'économie internationale en Europe. André, aujourd'hui, donc tu es senior fellow à Bruegel et professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. Un certain nombre d'entre vous, sans doute, se souviennent du rapport Sapir, qui a déjà quelques années derrière lui. 20 ans. 20 ans, c'était en 2004, je veux pas. Il s'appelait un agenda, enfin, an agenda for a growing Europe, qui avait été écrit sous l'égide d'André Sapir, donc par un groupe de travail. Donc au moment où tu occupais les fonctions de conseiller économique en chef, en fait chef du BEPA, comme on l'appelait à l'époque, si je me rappelle bien, donc conseiller économique en chef de Romano Prodi, président de la Commission européenne. Voilà. André, outre être un grand spécialiste de politique commerciale, a aussi beaucoup travaillé sur la finance, le risque systémique, notamment au sein du comité du risque systémique de la BCE. Donc, voilà, le regard d'André est un regard d'économiste, je crois qu'on peut le dire, à destination aussi beaucoup des décideurs de politique économique. Le papier sur lequel tu vas t'appuyer, disons, pour cette séance, il a été d'ailleurs initialement écrit pour une présentation auprès des ministres des Finances à Copenhague, en l'occurrence, Danemark. Bon, c'est aussi un peu d'actualité, en septembre dernier. Donc voilà, avec un référentiel et des méthodes cohérentes avec cet angle, disons, de vue sur le problème. Bon, Thomas Gomard, bienvenue chez toi. Et donc, je n'ai pas besoin de présenter Thomas ici, mais donc la complémentarité se fait évidemment avec ton regard de géopoliticien, d'historien, de spécialiste de relations internationales, et aussi avec un travail qui, là où André finalement a plus une orientation d'informer les décisions de politique économique, là il y a vraiment la volonté de réfléchir à la façon dont les entreprises doivent s'adapter à ce contexte aussi. Comment est-ce qu'on peut nourrir ce regard d'une façon constructive, structurée, pertinente par rapport aux questions qui se posent à nous par la force des choses. On est aussi presque en avant-première du nouveau livre de Thomas, qui donc j'en profite pour quand même en faire non pas la publicité, mais la mention, au moins, qui contrôle qui sort ce jeudi.
Voilà, donc en croisant les regards comme ça avec des esprits moins expérimentés, moins ouverts, on pourrait risquer la querelle de clocher. Je crois que, au contraire, c'est un échange très fécond que je pense qu'on va pouvoir avoir ce soir. Donc en pleine chaleur de cette montée de température suite à l'épisode récent sur le Groenland et puis à ceux qui ont précédé, bien sûr. Bon, en plein Davos aussi, voilà. Alors, on a décidé de structurer notre séance en trois temps. D'abord, André puis Thomas vont présenter leurs travaux, leurs réflexions respectives. Ensuite, on aura un temps d'échange entre nous et ensuite, on va prendre vos questions. Et en disant vos questions, je parle aussi bien à vous qui êtes dans la salle directement qu'aux personnes qui sont en ligne. Normalement, j'ai le chat sous les yeux et donc j'essaierai, dans la mesure de mes possibilités, de me faire écho des questions qui seront posées dans le chat. Sans plus de paroles d'introduction, André, merci encore d'être venu de Bruxelles pour cette séance et je te passe la parole. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à l'IFRI de m'avoir invité. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps avec Sébastien. Euh, on est généralement sur la même longueur d'onde. Il y a parfois quelques petites différences, peut-être par Mercosur ou des choses de ce type-là, mais on est généralement fort sur la même longueur d'onde. Mais c'est la raison principale pour laquelle je suis très heureux d'être ici, c'est qu'effectivement, je suis un économiste. J'ai toujours été un économiste, mais nous sommes tous en train de devenir aussi des géopolitologues. Et donc de venir dans un temple des questions de sécurité, de géopolitique, pour non pas confronter les idées, mais partager et voir, disons, des éclairages différents sur les mêmes questions, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et donc voilà, je me réjouis des échanges que nous aurons cette soirée. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire 5 points. Le premier point, bien sûr, je ne vais pas parler de géopolitique dans tous ces aspects, même s'ils vont apparaître sous différentes coutures. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle nous avions écrit ce papier, la raison pour laquelle un certain nombre d'économistes s'intéressent aujourd'hui à des questions de géopolitique, oui, bien sûr, il y a l'Ukraine, bien sûr, il y a la Chine, mais il y a quand même fortement Trump dans toute cette affaire. Et donc, je dirais que le point de départ, il ne faut pas se leurrer, hein. On peut toujours dire, on parle de Chine, de Russie, d'Inde, etc. Mais les États-Unis sont au cœur de l'affaire, aussi parce que notre relation avec les États-Unis est tellement importante, est tellement intimement étroite, en termes économiques, à nouveau, bien sûr en termes politiques aussi, mais en termes économiques. Donc, c'est quand même ça qu'on examine. Alors, le premier point, c'était, bon, nous avons écrit ce papier l'été passé. Les droits de douane ont été introduits en avril 2025. Et puis, la première question qu'on s'était posée un petit peu, c'était, bon, les effets de court terme. On ne peut pas être économiste et pas aussi. On ne peut pas que s'intéresser aux grandes mutations, on doit aussi s'intéresser un petit peu au court terme. Et notre point de vue était euh, que les effets des droits de douane américains seraient, sur le court terme, seraient relativement modestes. C'était les prévisions plus ou moins de tout le monde, en tout cas pour l'année 2025. Modeste pour les États-Unis, modeste pour nous, et il y a un certain nombre de facteurs qui justifient cela. Mais ceci étant dit, nous ne pensions pas qu'il fallait, même à court terme, minimiser l'impact. Donc, pas, voilà. Est-ce que le chômage allait exploser? Est-ce qu'on allait entrer en récession? Non, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, il n'y a pas des difficultés, mais pas d'effet, d'impact macroéconomique majeur. Maintenant, évidemment, on se disait, ben, ça pourrait être le début d'une succession d'éléments, et en tenant compte d'éléments extérieurs,
Bien sûr, on n'a pas prédit ni le Venezuela ni le Groenland, mais voilà, d'autres choses peuvent se passer, mais aussi en tenant compte de notre fragilité. Et un des éléments, moi, qui m'inquiète beaucoup, on en parlait tout à l'heure avec Sébastien, bien sûr, quand on parle géopolitique, on parle du contexte international de l'Europe, mais il y a le contexte interne à l'Europe. Plus on a de la cohésion en interne, plus on est en mesure de réagir à des chocs géopolitiques externes, même si ce sont des chocs qui peuvent être assez sévères. Mais à l'inverse, plus on est faible, plus, et surtout au niveau européen, plus on court de danger. Et pour moi, disons, je vois deux dangers. Et ce n'est pas seulement une question française, c'est aussi une question française, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement une question française. Les deux points que je vais souligner, c'est d'une part le populisme. On voit bien partout, en Europe, pas qu'aux États-Unis, il y a une montée du populisme, il y a une fragmentation de l'échiquier politique. Jusqu'aux élections européennes, il y a 6 ans, pas la dernière, mais l'avant-dernière, les deux partis dominants, socialistes et PPE, disons centre-gauche, centre-droit, faisaient 50% des voix. Depuis 6 ans, ça n'est plus le cas. Donc, il y a cette fragmentation, et cette fragmentation, elle se fait aussi au détriment de partis populistes. Donc ça, c'est un élément quand même crucial. Et en même temps, on a, dans un certain nombre de pays, la France en est un, on a des dettes importantes. Donc cette combinaison de populisme et de dette élevée est quelque chose qui m'inquiète très, 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 très fort. Alors on peut dire, bon, en Allemagne, les dettes sont encore faibles, mais justement, le fait que la France soit passée dans le camp des pays du Sud, au niveau d'aide, avec la Belgique, mon pays, mais l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France, la Belgique, avec des dettes au-dessus de 100%, et des régimes politiques qui sont parfois difficiles, et d'autre part un certain nombre d'autres pays où aussi on voit le populisme en Allemagne. C'est cette confrontation des deux qui me semble être très très inquiétant. Donc on a la géopolitique, le niveau, ce qui se passe au niveau international, et les États-Unis en particulier, et puis cet environnement. Et si on met tout ça ensemble, mais moi, je suis plutôt inquiet, même sur le court terme. Donc, c'était mon point de vue. Quand j'ai parlé au ministre des Finances, quand je l'ai fait la présentation en septembre dernier, je les ai mis en garde. Ne pensez pas que parce que nous, économistes, nous ne pensons pas que les impacts à court terme des droits de douane sont très importants et que personne de nous ne prédit une catastrophe macroéconomique, une récession du chômage, etc., que vous ne devez pas vous inquiéter. Crise financière, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point. Bien sûr que ce qui s'est passé avec les droits de douane de Trump l'année passée, ce n'est pas seulement un choc, ce n'est pas un choc unique, c'est un changement de paradigme. Moi, j'ai été éduqué aux États-Unis, j'ai fait mes études à Bruxelles, j'ai terminé ma maîtrise en 73, je suis parti aux États-Unis et j'ai étudié avec des grands économistes en économie internationale, Balassa, Baldwin, Bhagwati, des gens qui m'ont éduqué dans un système, le système multilatéral, et aussi avec le rôle des États-Unis, un rôle responsable, d'hégémon responsable. Ça m'a l'air non seulement le siècle dernier, mais il y a des siècles de cela. Le monde a complètement changé. Je dirais presque, bon, j'ai 75 ans, je ne suis pas vraiment perdu, mais je pourrais être perdu, franchement. Donc je pense que j'ai les pieds sur terre, mais à un moment, quand j'ai reçu tout ça de plein fouet, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Disons, mes hypothèses de base sont en train de chavirer. Et donc là, bon, je dois repenser, pas en jetant tout ce que j'ai appris et toutes, disons, mes valeurs aussi, mais quand même me dire, waouh, c'est pour moi ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un petit peu le système solaire, c'est ce que je compare toujours. On est dans un système solaire, et dans le système solaire, ben, il y a un soleil, c'était les États-Unis, les États-Unis, le centre du système international, d'un système qui a évolué, bien sûr, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et à un moment, le soleil s'éteint, ou le soleil explose. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu ça l'image que je me suis fait à moi-même. C'est ça qui est en train de se passer.
Et c'est vrai que, bon, bien sûr que les États-Unis ont changé. Les États-Unis de l'époque de la guerre froide, c'est pas les États-Unis d'après, de la période unipolaire avec ce qu'on a appelé la fin de l'histoire de l'hyperglobalisation, ni après de la Chine concurrent en superpuissance. Mais les États-Unis évoluaient de telle manière que ce qu'on voit aujourd'hui était quand même assez surprenant. Donc ça, c'est un peu le point 2, c'est pas un choc d'ordre macroéconomique, c'est un choc de paradigme, un changement de paradigme. Point 3, alors, quand on a dit cela, changement de paradigme, ben, c'est pas seulement un changement de paradigme géopolitique, c'est un changement de paradigme aussi en termes de l'intégration des marchés, de l'économie internationale. L'intégration des marchés financiers, l'intégration des marchés des biens et des services, qui s'est faite sous l'égide du système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui avait, bien sûr, qui avait déjà évolué de différentes manières. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on n'est pas retombé, même si les droits de douane américains, on a dit les droits de douane américains, c'est quelque chose qui rappelle les années 30, on n'est pas retombé dans les années 30. On est encore dans un monde extrêmement intégré. Il y a fragmentation et malgré tout, intégration encore très, très élevée. Oui, bien sûr, les États-Unis importent moins de la Chine. Nous aussi, on essaye un petit peu d'importer moins. On a une réorganisation de l'échiquier. Mais le commerce mondial ne s'est pas écroulé. Certainement pas pour les services, même pour les biens. Il y a eu un ralentissement. C'est que parfois les économistes appellent globalization plutôt que hyperglobalization. Mais on n'a pas renversé les choses. On n'est pas dans les années 30. On n'est pas du tout dans. Donc, on est encore dans un monde fortement intégré, mais de plus en plus fragmenté. Et voilà, on se pose un petit peu les questions. Ça, c'est mon point numéro 3. Où allons-nous dans tout cela? Et donc, nous avons pensé, imaginé 3 scénarios pour le moyen terme. Et notre moyen terme, c'est 2030-2035. C'est au-delà de Trump. On ne sait pas bien sûr ce qui se passe après, mais notre idée, c'est que, disons, les éléments structurels, ils restent présents. Il y a un changement aux États-Unis qui va au-delà de la personne de monsieur Trump. Et quand on pensait à ces éléments de scénario pour 2030-2035, pour le moyen terme, on voyait 2 hypothèses qui sont pour nous des hypothèses qu'on accepte comme étant, qui vont perdurer dans le temps, en tout cas jusqu'à cette période. L'un qui est, on est dans un monde multipolaire. Donc on était dans la période de l'après-guerre, la période de la guerre froide, on est dans un monde bipolaire. Mais une partie du monde, une sphère du monde n'est pas dans le système globalisé, n'est pas dans notre système. On est dans le système GATT, dans le système Fonds monétaire, dans le système international, complètement sous l'égide des États-Unis, mais sous l'égide, disons, éclairé, d'hégémon éclairé des États-Unis. Et puis on rentre dans un monde unipolaire par la suite. Et puis maintenant, on est réellement dans un monde multipolaire. Et dans ce monde multipolaire, on a 2 superpuissances, clairement les États-Unis et la Chine, mais on a un certain nombre d'autres puissances. Et si on regarde à 2030-2035, il y aura de plus en plus de puissances importantes. Si ce n'est parmi les pays en voie de développement ou émergents, l'Inde en particulier. Où mettons l'Union européenne? Ça, c'était un point d'interrogation. Elle est une puissance. Est une puissance de quel type? Est-ce que c'est uniquement une puissance économique? Est-ce que c'est simplement ceci ou ça? On peut discuter. Elle n'a pas les attributs, bien sûr, d'une superpuissance comme les États-Unis ou la Chine, mais elle est une certaine puissance, avec beaucoup de faiblesses, avec certains éléments forts, etc. Donc, elle est un peu une contradiction, mais elle est un de ces 12 puissances majeures. Et puis l'autre élément qui va perdurer certainement, à notre avis, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Donc on prend ces 2 éléments-là comme donnés. Dans tous les scénarios, il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis et il y a un monde multipolaire. Et puis la question, c'est comment ce monde s'organise autour de ces deux éléments. Et il y a 2 choses qui font différencier ces scénarios. C'est d'une part l'intensité de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis.
Est-ce que c'est une rivalité économique? Est-ce que c'est une rivalité un petit peu comme Trump le décrit dans le document sur la sécurité nationale? Chacun sa sphère, et voilà, vous faites votre truc ici, moi je fais mes trucs de l'autre côté, moi j'ai l'hémisphère ouest, comme les Américains disent, et puis voilà, en Europe, je ne sais pas qui dirige, les Russes dirigent les choses, je parle pour Trump, et en Asie, ben, ce sont les Chinois, bon, chacun sa sphère, et on n'embête pas les autres dans leur sphère. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose, une rivalité qui devient beaucoup plus dure? Ça, on peut discuter. Il y a différentes choses possibles. Et puis l'autre chose, les autres pays. Les autres pays, en part les États-Unis et la Chine, quelle est leur attitude et leur capacité de maintenir un monde quelque part coopératif? Je dirais, terme que j'aime, je sais que parfois décrié, multilatéral. Donc, évidemment, moi, j'ai été éduqué comme un multilatéraliste. Je sais que de plus en plus, on dit les multilatéralistes, vous êtes des naïfs, le monde a évolué, il faut vous réveiller, et les choses sont... personne ne respecte les règles, pourquoi devrions-nous respecter les règles? Non, je pense que à la fois du point de vue européen, de beaucoup d'autres pays, il y a une demande généralement de pays plus petits, bien sûr, d'être dans un monde de règles. Donc, quelle est la capacité de ces autres pays, à part ces superpuissances, d'organiser le monde en termes de règles? Alors, 3 scénarios. Premier scénario, ben, c'est le fameux piège de Kindleberger. Il y a plus de puissance. Il y a 2 superpuissances, mais ces superpuissances, en fait, elles ne cherchent pas à organiser le monde. Elles cherchent peut-être, dans mon deuxième scénario, à organiser leur sphère, mais pas au niveau mondial. Donc, les institutions internationales, les règles mondiales, elles disparaissent. On ne doit pas nécessairement abroger l'OMC, on ne doit pas nécessairement abroger le Fonds monétaire, la Banque mondiale, etc., ni l'accord de Paris, mais plus personne ne les respecte. Et il y a différents types d'accords entre pays. Bien sûr qu'il y a des coopérations, mais il y a des coopérations ponctuelles sur différents sujets et de manière, voilà, pas aléatoire, mais sur un sujet entre tel pays, l'Arabie saoudite avec tel pays, et sur autre chose avec tel pays. Mais il n'y a plus d'architecture internationale, il n'y a plus ce système qu'on a connu, il n'y a plus de système quelque part. Le système, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordre global, si ce n'est peut-être au niveau de la prolifération nucléaire. Mais l'environnement, le climat, toutes ces choses-là disparaissent. La gestion des crises financières, la gestion des règles internationales, non, on fait ça par des accords ad hoc. Ça, c'est le premier scénario. C'est un petit peu le chaos. Ça peut aller loin, évidemment. Ça peut aller dans des guerres, ça peut aller... Voilà. Ça peut être avec guerre, sans guerre, enfin bon. Scénario numéro 2, ça peut être un retour à un monde de blocs. Retour de monde de blocs, ben, on a eu un monde de blocs pendant la guerre froide, le bloc soviétique, le bloc, disons, de l'Ouest américain. Eh bien, ici, on a un bloc chinois et un bloc américain. Et la question là qui se pose pour les Européens, c'est où sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans un de ces 2 blocs ou ils sont dans le 3e bloc, comme à l'époque de la guerre froide? Mais il y a des pays non alignés. On voit difficilement l'Inde être dans le bloc américain ou dans le bloc chinois. On voit difficilement le Brésil être dans un de ces 2 blocs. Et le vrai pour d'autres pays, pour l'Arabie saoudite. L'Union européenne, c'est pas très. Disons, si on me demandait le Japon, je dirais le Japon, il appartient au bloc américain. Il n'a pas le choix. Il est en Asie, il a peur de la Chine, il n'est pas en mesure de se défendre, il doit être dans le bloc américain. Dans notre cas, c'est moins clair. Alors, sur les valeurs, peut-être on est dans le bloc américain, mais sur d'autres choses, si on continue, bien sûr, avec des Groenland à répétition, très difficile de rester dans un bloc américain. Donc là, c'est une question où se trouve l'Union européenne dans ce monde de blocs et qu'est-ce que ça a comme implication? Qu'est-ce que ça a comme implication économique, bien entendu, pas seulement politique. Et puis, troisième scénario, c'est un scénario plus optimiste. Les 2 précédents ne sont pas super optimistes, évidemment. Le troisième scénario, c'est il y a malgré tout cette demande de multilatéralisme, cette demande de règles, cette demande de ne pas avoir le désordre, cette demande de pouvoir gérer
de manière coopérative un certain nombre de problèmes, que ce soit le climat, que ce soit des questions financières, que ce soit des questions en termes de santé, de pandémie, etc., etc. Il y a des problèmes mondiaux, et ces problèmes mondiaux, il y a une demande de la communauté internationale de les adresser. Et il y a une réponse, il y a voilà, un club de pays, une coalition des volontaires qui parvient. Alors, est-ce que l'Europe est un leader? Pas le leader, ça n'a pas de sens, je pense. L'Europe n'est pas un hégémon en 2030-2035, n'est pas. Mais avec d'autres qui ont la même volonté, est-ce que l'Europe est capable de le faire, à nouveau économiquement ou non? Voilà un petit peu les trois scénarios. Ce qui m'a surpris en écrivant ces trois scénarios et en se posant la question ensemble avec mes co-auteurs, mais quelles sont les implications pour l'Union européenne de tout ça? J'étais très surpris de me dire, mais finalement, qu'on soit dans le scénario 1, 2 ou 3, l'implication pour l'Union européenne, elle est la même. Elle est la même qui est aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de peser sur quel scénario va se réaliser. Donc, bien sûr qu'on aimerait, et nous ne donnons pas de probabilité, on ne dit pas le scénario numéro 1, il a tel, on ne le dit pas. Mais on dit le numéro 1, c'est le pire, le second, il est vivable peut-être, le troisième, c'est le meilleur. Mais on ne donne pas de probabilité. Alors, bien sûr que lorsque j'ai des discussions avec, généralement, je vois que la balance penche en faveur du second scénario. C'est comme ça que la plupart des gens voient. En tout cas, c'était peut-être avant le Groenland. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'entendais souvent, les gens me dire, le second scénario, vous ne le dites pas, mais c'est votre scénario, c'est le scénario que vous avez mis en numéro 2, c'est souvent le scénario qu'on met en numéro 2. Celui qui est au milieu, ben, les deux autres sont les scénarios qui ont moins de probabilité. Donc c'est ça que vous pensiez. Non, on n'a pas nécessairement imaginé cela, mais c'est vrai que si on me pousse, j'aurais dit le scénario numéro 2 dans une de ces variantes avec la question où se trouve l'Union européenne. Mais c'est sans doute le plus blessant. Mais quels que soient ces éléments ici, on voit que l'Union européenne ne pèse pas grand-chose sur sa capacité d'influencer le scénario. En fait, le scénario, et de la manière dont nous discutons, c'est finalement les deux superpuissances, la Chine et les États-Unis, qui décident le scénario. Et puis nous, bah, on s'adapte. On choisit, bah, c'est le scénario bipolaire, et puis on décide, parce qu'on est dans le camp américain, on n'est pas dans le camp américain. Ce n'est pas une décision de notre part. Ou ils foutent le bordel total et on dit non, non, quand même, on parle aux Canadiens, on parle aux Australiens, on parle aux pays du CPTPP et on leur dit, les gars, on doit faire une alliance, on doit garder un système multilatéral. Mais c'est en réaction. Okay. Et on a même la discussion, est-ce qu'on est en mesure d'être en réaction? Donc on est réactif. Mais même réactif, est-ce qu'on est capable d'avoir une stratégie, une vraie stratégie qui aide autre que réagir au jour le jour comme on est en train de le faire aujourd'hui? C'est ça qui est quand même dépitant. Pour moi, l'Union européenne, les pays européens, ils ont besoin de sortir de chaque matin où M. Trump annonce je fais ça ou je fais pas ça en Ukraine, je fais ça ou je fais pas ça au Venezuela, je fais telle ou telle chose ou j'annonce telle ou telle chose au Groenland. Et puis nous, les Européens, on dit waouh, que fait-on? Comment réagir? On doit changer, me semble-t-il, à un moment de logiciel et de se dire maintenant quel est notre projet? Quel est notre projet? Pas seulement nous seuls, mais quel est notre projet avec d'autres pays? Et ça, pour l'instant, on n'est pas vraiment en mesure. Alors, j'arrive à mes deux derniers points. Point 4, c'est l'agenda domestique, l'agenda de politique économique domestique à l'Union européenne pour être en mesure de gérer ces scénarios. Et si on préfère le scénario numéro 3, c'est mon cas, mais je ne sais pas si tout le monde le préfère en Europe, que faisons-nous pour que ce scénario soit possible? Pas que ça soit un horizon bouché complètement. C'est ce qu'on aimerait, mais dommage, impossible de le réaliser parce qu'on n'a pas de carte en main pour pouvoir le faire. Donc, dans tous ces cas, dans le pire des scénarios, on doit quand même survivre. Dans le scénario numéro 2, on doit aussi s'organiser. Dans tous ces scénarios, on doit avoir une stratégie, on doit avoir des éléments. Alors, pour nous, ces éléments, c'est des éléments de stratégie domestique, européenne et internationale. Alors, au niveau domestique, bon,
pour faire simple, je dirais, l'agenda, c'est, OK, je suis d'accord avec ça, tu as parlé de notre rapport 2004, hein, OK, parlons du rapport Draghi, du rapport l'État. Je ne vais pas dire que le rapport Draghi, c'est la forme modernisée de notre rapport, mais c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Et c'est bien. Moi, je ne suis pas M. Draghi. Disons, le rapport Draghi, il a la grande force d'avoir Draghi comme personne. Ça, c'est une force importante. Le sauveur de l'euro. Donc, il a une crédibilité, donc très important. Mais on voit la difficulté quand même. Le contenu du rapport actualisé sur les 20 ans, c'est assez fortement ce que nous avions recommandé il y a 20 ans, où on a fait peu de progrès. Donc, pas, un rapport n'est pas suffisant. Ça, c'est oui. Le rapport n'est pas suffisant. Maintenant, il faut se retrousser les manches. Alors, bon, bien sûr qu'il faut faire des choses au niveau de la défense, il faut faire des choses au niveau de la technologie, il faut faire des choses au niveau de la finance, au niveau de l'énergie, tout domaine où nous sommes hyper dépendants des États-Unis, avant tout. C'est normal. On est le plus imbriqué à l'économie américaine. Et l'économie américaine, elle est tellement dominante dans un certain nombre de secteurs, y compris dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la finance. Complètement dominante. Donc, on dit toujours 20% de nos exportations vont aux États-Unis. Oui, OK, ça c'est une dimension très étroite de notre relation avec les États-Unis. Bien sûr, on a des dépendances par rapport à d'autres. Donc, je crois que oui, on a besoin de politiques volontaristes. Alors, appelons-les des politiques industrielles. Faire une politique réellement industrielle en Europe. Maintenant, je ne parle pas d'idéologie. Moi, je ne suis pas en temps normal un grand fan de politique industrielle. Mais on est dans une situation un peu différente. On est dans une situation de mutation économique avec le digital, avec le climat, dans un problème géopolitique. On a besoin effectivement de volontarisme économique pour mettre en place un certain nombre de choses. Appelons-le politique industrielle. Et faire de nouveau de la politique industrielle nationale, comme on l'a fait dans le passé, et avec les échecs des politiques industrielles du passé. Je peux dire ça à Paris, mais je pourrais le dire ailleurs. Peut-être à Paris plus qu'ailleurs, mais parce qu'on l'a plus fait. Je ne sais pas si on a plus fait d'échecs à Paris, mais comme on en a plus fait, ben, il y a peut-être eu plus d'échecs. Mais retourner dans cela, c'est être assuré de ne pas réussir. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Dernier point, je laisse cette discussion disons, sur la politique industrielle pour après. Le dernier point, c'est l'agenda de politique internationale. Donc oui, nous prenons tout à fait ce qui est prôné à Paris, ce qui est prôné à Bruxelles maintenant, l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique qui ne veut pas dire bien sûr le protectionnisme, ou le protectionnisme en tout cas seulement sur certains points limités. Donc ça c'est une de nos craintes, bien sûr qu'un agenda d'autonomie devienne un agenda protectionniste qui sera un agenda extrêmement coûteux pour l'Union européenne en termes économiques, mais aussi par rapport à nos alliés et notre volonté de faire des alliés avec des pays dans différentes parties du monde, dans le sud global, dans le nord global. Donc, on a besoin d'un agenda d'autonomie stratégique qui est ouvert, avec des règles internationales, une coopération internationale, coopération avec des pays du sud global, du nord global. Dans ce sens-là, je pense, si je fais, disons, la balance entre les éléments Mercosur plus ou moins, personnellement, je penche en faveur de l'accord Mercosur, plus pour des raisons géopolitiques que pour des raisons, disons, stricto sensu économiques. Nous sommes en train, l'Union européenne est en train de négocier un accord avec l'Inde. On va voir si on parvient à le conclure. Il va y avoir un sommet en Inde à la fin du mois de janvier. Les dirigeants européens, ou certains dirigeants européens seront en Inde à la fin du mois. On a la volonté d'avoir un accord. Est-ce qu'on serait capable? Si l'accord Mercosur n'avait pas été signé l'année passée, la discussion avec l'Inde s'arrêtait immédiatement. Donc, dans ce sens-là, ça aurait été un désastre complet de ne pas avoir l'accord Mercosur. Ça aurait été un signal par rapport à nos partenaires que non, ce n'est pas l'autonomie stratégique
que nous voulons d'un certain type, c'est une autonomie stratégique repliée sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une capacité de se projeter sur l'extérieur. Je pense que ça aurait été une erreur. Et puis, finalement, je dirais, reste la question aussi de l'énergie et du climat. Donc, je pense que là, on a fait un certain nombre d'erreurs. Je ne pense pas qu'on a fait d'erreurs avec l'accord de Paris dans la volonté qu'on a eue, mais la mise en œuvre n'a pas été très performante. Maintenant, le curseur s'est orienté, ou le balancier s'est orienté vers la compétitivité plutôt que sur le climat. Je pense qu'on a besoin de trouver cet équilibre entre climat et compétitivité, et qui rentre dans la question géopolitique, parce que pour moi, le climat fait partie de cette équation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, André, pour ce vaste panorama orienté vraiment vers les questionnements de politique économique, comme je disais, sur les choix de l'Europe. Thomas, donc le travail sur lequel, enfin bon, je vais te laisser expliquer l'orientation, mais donc assez différente, mais vraiment partant du même point de départ, d'un constat de changement d'air et des questions qui en découlent. Bien, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir organisé cette discussion. Je suis très heureux de rencontrer André Sapir, que je lis depuis des années, mais c'est la première fois que nous rencontrons de visu, ce qui est toujours agréable. Et je tiens à lui dire que s'il est dans le temple de la géopolitique, je ne suis pas le gardien du temple. Donc, je serai évidemment très ouvert à la discussion et à l'échange, parce que, en réalité, cette notion de risque géopolitique sur laquelle s'est organisée la discussion d'aujourd'hui est une notion très floue. Alors, peut-être une anecdote personnelle, il y a, peut-être le savez-vous André, il y a un prix du livre géopolitique à Paris. Marc Ecker en a été le lauréat d'ailleurs, avec Elie Tenenbaum. Et en 2019, j'ai un collègue allemand, que vous connaissez probablement, Volker Perthes, qui était le directeur de la SWP à l'époque, et je lui dis, ah bah tiens, je vais à la réunion la remise du prix du livre de géopolitique. Il me regarde, il dit, il y a un prix du livre géopolitique à Paris? Et je pense que c'est très indicateur, au fond, du chemin à parcourir, puisque désormais, la géopolitique est omniprésente dans nos discussions. Alors, je vais essayer de résumer un peu l'approche qui a été la mienne sur ce thème, avec 3 remarques liminaires, et puis ensuite j'aurai 3 points plus sur le contenu. Effectivement, ce qu'on a décidé de faire à l'IFRI dès 2016, en fait, c'est à travers un long papier qui s'appelait « Le retour du risque géopolitique et la déformation du triangle États-Unis, Russie, Chine », c'était d'essayer d'anticiper le cours de la mondialisation dans ces 2 sens du terme, c'est-à-dire l'orientation et aussi la valeur qu'on prêtait à la mondialisation. Alors André, vous rappeliez l'importance de vos années de formation aux États-Unis. Moi, je vais rappeler l'importance de mes années de déformation en Russie. Parce que j'étais un mauvais élève, donc moi je suis allé en Russie. Vous étiez probablement un très bon élève, donc vous êtes allé aux États-Unis. Et je dois dire que rétrospectivement, je me rends compte de ce que je dois à cette déformation, puisque ce que j'entendais en Russie dans les années, je dirais, post-11 septembre, était tout à fait différent de la doxa bruxelloise sur l'organisation du monde. C'est probablement là que les choses se sont mises en place. En ce qui me concerne, je me souviens notamment d'une discussion en 2005, après le rejet du traité constitutionnel par les Pays-Bas et par la France, de collègues russes me disant « mais l'Union européenne n'est pas viable et s'écroulera sur elle-même ». Et évidemment, en 2005, on est juste après les élargissements. J'ai pas ricané parce que c'est pas dans mes habitudes, mais enfin, j'ai noté puisque c'est dans mes notes, mais ça me semblait effectivement une prévision improbable. Je serais moins formel aujourd'hui. Et donc, cette note de 2016 avait été préfacée par Patrick Pouyanné, le PDG de Total à l'époque, et qui, au fond, expliquait que le métier d'un groupe comme Total, compte tenu du secteur dans lequel il était précisément la gestion du risque géopolitique, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir aucun pays qui soit plus de 10% de la production, et quand on perd un marché, être capable de le compenser par d'autres marchés. Et je dois dire qu'en fait, l'accueil de cette note avait été un accueil très poli
dans l'univers des think tanks et dans l'univers universitaire. C'est-à-dire que c'était en 2016 encore un non-sujet. Bon, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de petit marché, en fait, du risque géopolitique qui s'est créé, que je pourrais décrire. Et je me trouve un peu à front renversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de rappeler qu'en dépit des obstacles géopolitiques de plus en plus nombreux, on a une croissance mondiale qui reste relativement élevée et des organisations qui ont appris à naviguer à travers ces écueils géopolitiques. Et ça, c'est quand même un point à rappeler, c'est-à-dire c'est la plasticité fondamentalement des échanges économiques et commerciaux en dépit de la géopolitique qui est souvent résumée, à mon avis à tort, par le conflit. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le deuxième point d'introduction, c'est que donc depuis 2016, on a fait tout un travail à l'IFRI et ce qui s'explique aussi par l'évolution de notre structure de financement, hein, c'est-à-dire que là aussi, on a la recherche pour laquelle on est payé. Donc, en fait, il fallait, nous, à l'IFRI, qu'on intéresse les entreprises et d'une certaine manière, moins les gouvernements, enfin, de manière différente, les gouvernements. Et donc, on a pris l'habitude de parler avec elles de risques géopolitiques, à tel point que désormais, nous recueillons toutes les questions qui nous sont posées et que l'année dernière, on a reçu 300 questions de la part des entreprises membres de l'IFRI. Et Lucie Miel, ici présente, que je remercie, les a traitées en 6 grandes catégories que je vais partager avec vous. Donc, les 300 questions qui nous ont été posées l'année dernière par les entreprises portaient, un, sur l'imprévisibilité des États-Unis et le paradigme Trump-Musk. Deux, sur la survie, hein, le terme apparaît fréquemment, et l'autonomie stratégique de l'Europe. 3, sur la souveraineté technologique, les enjeux d'intelligence artificielle et d'ordre spatial. 4, la compétition, Chine-États-Unis et la sécurisation des chaînes de valeur. 5, la transition énergétique et la compétition industrielle. Et 6, l'issue du conflit ukrainien. Bon, ce qui est intéressant à noter, c'est que les entreprises membres partenaires de l'IFRI posent des questions à l'IFRI auxquelles nous sommes capables de répondre en principe, enfin, sur lesquelles nous avons au moins des avis documentés. La troisième observation liminaire, c'est que Sébastien Jean et moi avons publié un texte en novembre 2023 qui était au fond une première tentative d'échange entre son approche d'économiste et la mienne d'historien, et qui commence par une citation de Braudel, qui rappelle qu'en fait, le capitalisme se love dans les rapports de puissance. Et je pense que la grande question aujourd'hui, c'est le déplacement des rapports stratégiques et qui est le boss du capitalisme global. Et c'est en train de changer. Et donc, c'est ce changement de hiérarchie des puissances qui a des effets sur le capitalisme global, et en particulier sur son versant européen, qui est un versant aujourd'hui beaucoup moins proéminent sur le plan stratégique qu'il ne l'a été historiquement. Alors, ces remarques faites, je vais essayer en 3 points là aussi d'aller davantage dans le contenu de ce qu'on a pu faire sur la production conceptuelle et puis aussi sur les applications plus pratiques de cette notion de risque géopolitique. La deuxième étape importante pour moi date de 2019, puisque en 2019, j'avais fait un article avec Martin Briens, à l'époque directeur de cabinet de la ministre des Armées, qui s'appelait « Comment préparer 2050 ». Et cet article était basé sur la lecture très méthodique des Global Trends produits par le National Intelligence Council. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, tous les 4 ans, il y avait ces documents qui, quand on les a relus en continu, permettaient de dire tiens, la thématique du changement climatique apparaît à tel moment, la thématique du terrorisme apparaît à tel moment, et en fait révéler une capacité très forte d'écriture du futur, avec donc des implications ensuite en termes d'anticipation pour les acteurs, que nous avons assez bien identifié. Pour le dire très rapidement, il y avait cette matrice, le World Economic Forum comme chambre d'écho, et ensuite les cabinets de conseil qui jouaient le jeu de commissaire politique de la mondialisation. C'est comme ça qu'on pourrait résumer à très grands traits les choses. Et donc une très grande difficulté pour les Européens, déjà à comprendre ça, ce mécanisme, et surtout, en dépit de certaines tentatives, d'être par eux-mêmes capables d'écrire le futur. En fait, dans une situation de dépendance intellectuelle forte. Et donc ça nous a conduit à
à la troisième étape de ce travail, avec cette note que j'ai rédigée avec Siméo Pont, un jeune collaborateur de l'IFRI, où on a poursuivi l'exercice de la manière suivante en se disant, bon, on constatait la demande croissante sur le risque géopolitique, l'apparition de ce petit marché, encore une fois, qu'on pourra décrire ultérieurement, et en même temps frappé par, je dirais, la doxa géopolitique qui s'exprimait par les questions qui nous étaient posées. Et donc, ce qu'on a fait, Siméo Pont et moi-même, nous avons lu toute la production ouverte des cabinets de conseil en stratégie et des cabinets d'audit sur le risque géopolitique. Donc, à la fois McKinsey et BCG pour les cabinets de conseil en stratégie, et puis les Big Four pour les cabinets d'audit. Donc, c'est une production assez foisonnante, de très bonne facture, très bien présentée visuellement, et qui forme, au fond, cette doxa sur laquelle, enfin, qu'il faut, à mon avis, être capable de décrypter quand on s'adresse aux entreprises, ou plutôt que les entreprises devraient apprendre à décrypter pour à la fois en voir les apports et également les limites. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de ce travail? C'est qu'il y a effectivement une très forte tendance aux global trends. C'est-à-dire qu'on prend des tendances, la démographie, l'urbanisation, le changement technologique, le changement climatique, et puis on tire des courbes avec des horizons de temps plus ou moins éloignés. Ce qui nous fait dire fondamentalement que cette production, qui est, on l'a résumée en 3 mots, elle est linéaire, elle est dépersonnalisée et elle est partielle. Alors, linéaire, je l'ai dit pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de foi dans les courbes. Hein, on les tire et on dit, bon, bah voilà, l'Inde sera la 3e économie mondiale à horizon 2030. Qu'est-ce que ça veut dire en termes géopolitiques? Dépersonnalisé parce que c'est très frappant quand on lit ça en continu, de voir à quel point l'intention des acteurs, notamment des acteurs individuels, est écartée. Au fond, cette production disait avant février 2022, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Sauf qu'il est passé à l'acte. Et elle est doublement partielle parce que c'est une production qui voit la mondialisation de manière paradoxalement d'ailleurs très vertueuse. Les flux illégaux ne sont absolument pas mentionnés, que ce soit sous forme de flux liés au narcotrafic par exemple, à l'évasion fiscale, etc. Ça n'apparaît pas. Donc c'est une vision vertueuse au fond de la mondialisation, et puis partielle, voire partiale, parce qu'il y a des géographies qui disparaissent. Taïwan, d'une certaine manière, n'apparaît plus. On parle de Greater China dans la plupart de ces rapports. Donc c'est quand même très puissant dans la manière de façonner et de décrire le monde, avec globalement une géographie qui est résumée à très grands traits. Alors, ce que je dis là hein, mériterait évidemment d'être beaucoup plus nuancé avec les exemples, mais à très grands traits, c'est une économie mondiale qui est organisée autour Amérique du Nord, Chine, ASEAN, Japon, Europe. L'Afrique n'apparaît pas, ou très peu, et l'Amérique latine de manière là aussi intermédiaire. Alors, l'idée, en fait, c'est comment essayer d'améliorer, et encore une fois, de prendre en compte cette doxa, parce qu'elle a pour très grande qualité de traduire un état d'esprit. C'est-à-dire que si elle est si foisonnante, si abondante, c'est que précisément les entreprises s'y intéressent ou en ont besoin. Mais comment essayer de l'améliorer? Alors, il y a, de notre point de vue, là aussi, 3 directions qui peuvent être résumées en 3 mots. Intentionnel, incarné et spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous considérons qu'on a un apport complémentaire avec cette doxa, c'est que précisément, on s'intéresse à l'intentionnalité stratégique des acteurs. En fait, qu'est-ce que veut dire Xi Jinping quand il parle, entre guillemets, de réunification avec Taïwan? Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de scénario? La traduction que l'on peut avoir de cette intentionnalité est clairement identifiée en termes de scénario. Incarné parce que, là aussi, peut-être à rebours d'une lecture qui s'est répandue surtout par les flux, par le fait social, il y a eu cette idée que la géopolitique ou les questions stratégiques étaient devenues très marginales. Or, la stratégie, c'est aussi le constat qu'un petit groupe décide pour le plus grand nombre.
Et donc, cette compréhension du petit groupe, de ces mécanismes de décision ou d'indécision, nous semble être un élément extrêmement important de nos recherches. Et puis spécifique parce qu'en fait, la très grande difficulté, et c'est là qu'on touche, à mon avis, un point de méthode sensible, c'est qu'on est pertinent à partir du moment où on est capable de rentrer dans une problématique géopolitique liée à un acteur. Et donc à passer d'un discours global d'analyse à un discours plus géographique de cette même analyse. Alors le troisième et dernier point, c'est là aussi en termes d'utilité des travaux que nous produisons, puisqu'au fond c'est la préoccupation commune à Bruegel et à l'IFRI, c'est en quoi nos travaux aident à la décision, qu'elle soit publique ou privée. C'est fondamentalement ce pourquoi nous mobilisons. Et donc c'est la question du so what. Alors on nous dit souvent, bah, vous faites des travaux très intéressants, mais en quoi c'est utile pour mon organisation? Il n'y a pas de réponse, il ne peut y avoir que des réponses là aussi spécifiques. Et si j'essaie de donner des réponses qui sont partagées par l'ensemble des entreprises, je résumerai les choses de la manière suivante. Je crois qu'il y a une analyse de risque géopolitique qui se situe au niveau stratégique et qui s'adresse donc aux dirigeants pour qu'ils soient capables, et ils sont peu nombreux à l'être, de tenir un discours sur la mondialisation et le cours qu'ils lui donnent. Là aussi, en termes à la fois de direction et de valeur. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il reste dans le cadre de l'OMC tel que ça a été décrit ou dans le cadre des trois modèles, André, que vous avez indiqués? Et donc ça nécessite une capacité à produire un discours qui n'est pas facile à élaborer. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui, à mon avis, est le plus délicat, c'est le niveau qu'on pourrait appeler opératif, c'est-à-dire de faire des travaux susceptibles d'améliorer la compréhension d'une chaîne logistique ou d'une chaîne de valeur. Et c'est très difficile parce que quand on interagit avec une entreprise, la connaissance qu'elle a elle-même de son système de sous-traitance et de sa chaîne logistique, d'abord, il y a un lien de confiance qui est absolument nécessaire pour pouvoir avoir ce type d'échange. Et ensuite, ça peut poser aussi des très grandes difficultés d'analyse de manière pour les liens qui peuvent exister au sein de l'organisation. Et puis, il y a un troisième niveau qui est plus clair, qui est assez bien identifié et qui est pratiqué depuis longtemps, qui est, je dirais, le niveau tactique, c'est-à-dire en quoi ces travaux s'inscrivent dans une logique de risque pays ou d'analyse de non-market stratégie. Bon, ça, c'est assez simple à identifier. Mais pour moi, le plus difficile, au fond, c'est le niveau opératif. Et c'est un niveau opératif, en fait, qui peut se poser à la fois pour des organisations, mais aussi pour des États, à certains égards, sur un certain nombre de domaines. Donc voilà la manière, évidemment, je pourrais parler plus longuement, et puis pour celles et ceux que ça intéresserait, il y a des éléments beaucoup plus détaillés dans la note, mais la manière pour moi de résumer à grands traits ces trois étapes, donc la note de 2016, le passage sur l'écriture du futur, et puis l'analyse de la doxa. Alors j'en viens à deux points de conclusion. Nous sommes, nous, aujourd'hui à l'IFRI, dans une situation parfois de constat de la déconnexion qui existe entre la communauté stratégique à laquelle nous appartenons et le monde corporate. Je vais l'illustrer de la manière suivante. Quand vous lisez aujourd'hui le point 7 de la revue nationale stratégique française, qui est conforme à ce qu'on peut lire en Allemagne, au Royaume-Uni, probablement en Belgique, vous êtes sur une hypothèse d'engagement majeur en Europe à horizon 2030, une hypothèse de guerre. Et quand vous évoquez ça, dans le monde corporate, vous avez des réactions qui sont des réactions de stupeur, au fond, parce que ce n'est pas du tout la prévision qui est faite. Et donc, je pense qu'une partie de notre travail, c'est précisément d'essayer de reconnecter les deux sphères pour essayer, à minima, de faire comprendre au monde corporate l'analyse de la menace, des opportunités, des risques faites par la communauté stratégique et, le cas échéant, de s'y préparer. Et puis, le deuxième point de conclusion,
Et c'est aussi la suite qu'on va donner à ces travaux au cours de l'année 2026. C'est qu'en fait, le risque pays, hein, on avait fait un numéro de politique étrangère sur cette notion au début, en 2012, avec un article notamment de Jonathan Story qui avait rappelé la généalogie du risque pays. Le risque pays, le risque géopolitique, ce sont des outils fondamentalement utilisés au départ par des acteurs occidentaux pour voir le risque chez les autres. Mais en fait, le point, à mon avis, sur lequel il faut réfléchir, c'est comment désormais le risque géopolitique est conçu et élaboré par des acteurs chinois, par des acteurs américains, et qui voient peut-être que nous sommes devenus l'objet du risque géopolitique. Merci beaucoup, Thomas. Euh, la question au fond sur laquelle j'ai envie de vous interroger maintenant, après donc vos deux brillantes présentations, c'est comment est-ce que on connecte, comment est-ce qu'on fait dialoguer, comment est-ce qu'on peut obtenir une fertilisation croisée de ces deux approches, où on voit à la fois le souci de méthode, d'essayer de baliser le terrain dans l'analyse économique pour aussi poser un cadre méthodologique, un cadre structuré pour l'analyse et la prévision de politique économique, où on voit aussi à quel point dans la volonté d'en faire une analyse géopolitique pertinente, on éprouve le besoin de restituer une certaine complexité, restituer des non-linéarités, comme tu dis, Thomas, ou aussi des facteurs personnels. Manifeste dans le sel, enfin, par exemple, je relève un élément intéressant, c'est que là où finalement l'économiste parle du binôme Chine-États-Unis comme structurant l'évolution de l'économie mondiale, le point de départ déjà il y a 10 ans de l'analyse de l'IFRI, c'était le triangle avec la Russie, qui effectivement en économie, j'allais dire, n'existe pas, ça serait fort, mais en tout cas n'est pas une grande puissance économique. Mais en revanche, c'est une grande puissance géopolitique. Malgré tout, ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a place, enfin, est-ce qu'on peut arriver à enrichir l'analyse chacun dans son domaine de ce type de complexité, de ces hiérarchies aussi, que rappelait Thomas, inhérentes à la façon dont le capitalisme est déformé par la concurrence géopolitique. Est-ce que je ne sais pas si exactement c'est une question, mais enfin, c'est un thème de réflexion sur lequel je pense, André, avec un dernier petit point au fond, sur lequel je m'interroge, c'est quel est l'intérêt des scénarios? Enfin, quel est le rôle plutôt? Quelle est la valeur des scénarios et comment s'en servir? Je ne suis pas un spécialiste de marketing, mais on dit que Starbucks, qu'ils ont un énorme café, là, une énorme taille de café. Personne ne le prend, il ne sert à rien. Il sert à penser que celui qui est un peu plus petit, qui est déjà énorme en fait, n'est pas si gros que ça. Est-ce que le scénario extrême, il ne sert pas à laisser penser, enfin finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas toujours au scénario central? Et autrement dit, est-ce que faire des scénarios, c'est déjà pas se rassurer un peu et écrêter les queues de distribution ou les signes noirs? Bon. Bon, peut-être juste pour prendre 2 points sur ce que tu viens de dire. D'abord la Russie et puis les scénarios. Au sein de Bruegel, il y a eu beaucoup de discussions sur la Russie dans notre papier. Et exactement pour la raison que tu indiques, un nain économique, un peu l'opposé de l'Union européenne. Hein. On dit l'Union européenne, c'est un géant économique, c'est un nain en termes, disons, géostratégiques. Et la Russie, c'est un peu l'inverse. Alors, donc dans notre papier, on a 3 catégories de grandes puissances. C'est moi qui ai voulu ça. 3 catégories de grandes puissances. On a les superpuissances, Chine, États-Unis, qui sont pour moi des puissances complètes, je dirais. Même si sur certaines choses, bien sûr, les États-Unis, c'est une puissance. Si on prend le dollar, le yuan, bon, il n'y a pas photo. Il y a même pas. On était dans une conférence l'autre jour
Il y a même pas photo. Mais disons, on voit la Chine, elle est dans cette direction et où elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Enfin bon, on voit les changements et on voit la volonté et peut-être la capacité. Donc, je pense qu'effectivement, les États-Unis et la Chine, c'est mon sentiment, sont deux superpuissances. Et alors, j'avais, disons, une troisième catégorie qui sont les puissances régionales. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Brésil. C'est des puissances régionales, ce pas des puissances mondiales. Et puis, il y avait ces puissances intermédiaires. Et dans mon cas, je pense que c'est ce qu'on a dans la dernière version du papier, j'en parle plus très bien, j'avais trois puissances intermédiaires, pourrait être plutôt aller vers un ou plutôt des régionaux, des acteurs régionaux, l'Union européenne, la Russie et l'Inde. Un certain nombre des collègues m'ont dit, mais la Russie, mais enfin, tu déconnes là, la Russie, c'est rien du tout. Oui, ok, la Russie, c'est une puissance nucléaire, mais voilà, et on rappelle le déclin démographique, l'économie, c'est l'Italie plus l'Espagne. Enfin, on connaît tout ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que cette question, qu'est-ce que c'est une puissance? Sur quelle dimension est une puissance, etc. En soi, donc Thomas a parlé, qu'est-ce que c'est la géostratégie, la géopolitique? C'est plus complexe que simplement les conflits. Hein. C'est ce que vous avez dit, hein, c'est ce que j'ai bien retenu. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais après ça, bon, voilà. Et donc, je pense de la même manière, c'est quoi une puissance? Parce que la géopolitique, c'est quand même une relation entre puissances, à mon sens. Donc, il y a les grands pays et les petits pays. Et les grands pays, ce sont des puissances, mais ce sont des puissances, c'est des petites puissances, c'est des grandes puissances, c'est des puissances sur une chose, c'est des puissances sur une dimension, sur plusieurs dimensions. Etc. Donc, c'est une question. Et donc, la Russie, c'est une question. Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est intéressant que ça a été quelque chose de très controversé. J'ai changé certaines phrases dans leur rapport après que certains ont dit non, non, franchement, la Russie, tu es sous influence de ceci, de cela, etc. La Russie, bon, non. Donc, moi, je ne suis pas convaincu, mais bon. Donc, c'est une matière de débat. Donc, je trouve que c'est une question intéressante. Les scénarios. Donc, je pense que pour nous, disons, donc, dans notre papier, le papier qui était destiné à la présidence danoise, c'était une demande de la présidence danoise. La présidence danoise n'a pas demandé des scénarios, du tout. Du tout. C'est moi qui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des scénarios. Et ce n'est pas de faire seulement le court terme. Donc, on a fait une partie du papier, c'est le court terme. Je dis, court terme, pas tellement intéressant. J'ai tout de suite senti, c'est pas la chose intéressante. Donc, j'ai tout de suite senti, non, il y a un changement, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un changement de paradigme. Donc, changement de paradigme, c'est quelque chose qui est en devenir. C'est pas un jour on est là et un jour l'autre, c'est quelque chose qui est en devenir. Je me suis dit, bon, on doit regarder vers le futur. Mais de là à se dire, le futur va être ceci, non. Mais je pense que quand même, c'est que le papier, il a voulu faire, c'est mettre en garde les dirigeants. Et il le dit explicitement, vous n'êtes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Et j'ai dit ça au ministre, nous ne sommes pas prêts, on n'est simplement pas prêts par rapport à ces scénarios. Et je dirais que les scénarios, ce n'est pas les scénarios les plus catastrophiques possibles. Donc, on n'était pas en train d'essayer de faire de la science-fiction, se dire, voilà, je vais penser au truc pire. Est-ce que vous êtes prêt au pire? C'est-à-dire à l'accident. Disons, c'est qu'on pourrait faire dans le nucléaire. Est-ce que vous êtes prêt à l'accident? Non, on ne parle même pas de choses de ce type-là. Mais est-ce que vous êtes prêt à un monde un peu plus dur et plus de ceci? Est-ce que vous êtes prêt? Et dans ce sens-là, je pense que les scénarios ont été utiles. Après, chacun, et nous, on a aussi pensé, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de probabilité, on a dit, ben, ce qui va se passer, évidemment, ça peut être une combinaison de ces différents scénarios. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre Mais je pense que ça aide les gens, chacun à penser, voilà, moi, je pense ci, sur base de ton scénario, etc. Je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile pour les décideurs.
Voilà. Mais notre Ça, point, c'était pas, je comprends. même si c'est de dire le scénario central, Oui, oui, c'est le je scénario sur comprends. lequel on veut vous Et focaliser. ça fait un parallèle, je trouve, intéressant avec, par exemple, ce que demandent y compris aujourd'hui les autorités de régulation financière aux banques de faire des stress tests. Et pour faire un stress test, il faut avoir un scénario, enfin, comme outil de préparation, de questionnement peut-être. Thomas? Bon. Il y a quelque chose quand même de très intéressant, on a tous nos marottes ou nos tropismes, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant sur la Russie, effectivement. Pourquoi? Parce que faut rappeler que la Russie ne rejoint l'OMC qu'en 2011, la Chine en 2001. Qu'ensuite, c'est un exemple tout à fait frappant, pour avoir suivi ça, comme je le disais, de très près, d'un pays qui est déclassé géopolitiquement et brisé économiquement dans les années 90 et qui revient sur la scène internationale, quoi qu'on pense de la manière de le faire, ensuite, et qui est capable, contre toute attente, en période de fort déclassement, de produire des antidotes idéologiques. La semaine prochaine, je crois que c'est demain, après-demain, l'adaptation du Mage du Kremlin, le roman de Giuliano d'Ampoli va sortir. Et le rôle de quelqu'un comme Surkov, c'est précisément ça. Ça a été de répondre à la promotion de la démocratie de l'administration Bush par cette notion de démocratie souveraine. Pas mal. De voir comment un pays qui effectivement présenté toujours comme étant de la taille économique de l'Espagne, parvient d'une certaine manière à produire une idéologie qui, bon gré mal gré, devient mainstream par rapport à certaines forces politiques. Et ça, je pense que c'est très important quand on fait de l'analyse de risque géopolitique, c'est de prendre en compte, pas simplement, entre guillemets, pour simplifier, faire image, les chiffres, mais aussi l'idéologie et la capacité des autres à voir le monde différemment et à construire un discours sur ce monde. La discours politique, c'est à la fois un discours, production de discours, de représentation, et puis un cadre de conduite. Et la date de 2011 est importante parce qu'à mon avis, ce qui se passe avec la Russie, c'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qui m'avait conduit à le mettre dans le triangle, c'est qu'en réalité, on a une Russie qui, dans les années 2000 jusqu'à la crise financière, est vue fondamentalement par les entreprises comme un marché émergent. Et Tatiana Castouille-Vajan et moi-même, on faisait des travaux pour dire oui, c'est un marché émergent, effectivement, très forte croissance, très tiré par les prix du pétrole. Alors, je rappelle de mémoire qu'il culmine en juillet 2008, un baril à 143 $. Mais c'est également une puissance réémergente. C'est-à-dire que là, on disait aux entreprises, alors certaines l'écoutaient, d'autres n'avaient pas du tout envie d'entendre ça, mais ils sont en train de réarmer. Généralement, quand on réarme, c'est pour faire quelque chose. Et 2011, c'est aussi une crise financière qui est traversée très difficilement par la Russie, laquelle n'est pas refinancée par les banques américaines en dollars comme l'ont été les banques européennes. Et donc un sentiment d'être en réalité tenu à la marge du système financier international, voire le livre d'Adam Tooze qui décrit ça de manière très précise. Et donc on a une Russie qui, au fond, regarde l'Europe dans les années, je dirais, 2000-2008. Peut-être que le point de rupture, c'est la Géorgie 2008, qui est dans un interstice ensuite politique intérieur avec les 4 ans de Medvedev 2008-2012. Retour, continuation, mais changement constitutionnel à la faveur de Vladimir Poutine, bifurcation très nette, annexion de la Crimée, opération en Syrie, annexion de la Crimée, et au fond, je cesse de regarder l'Europe, je regarde la Chine. Et ça, je pense que c'est effectivement intéressant comme exemple de ce que vous appelez, André, les puissances intermédiaires. Peut-être essayer d'identifier celles qui sont capables, pour des raisons de tradition diplomatique, de tradition intellectuelle, de contrôle médiatique, de produire en fait de l'idéologie sur la mondialisation. Et ce serait peut-être une typologie à faire. Je ne suis pas sûr que le Nigeria soit en mesure de le faire. Je vois bien que l'Inde est en train de le faire. Et ça, c'est annonciateur ensuite, à mon avis, d'orientation et de construction de scénarios, ce qui me conduit au deuxième point. Bon, d'abord,
à mon avis, il y a une valeur au scénario, c'est qu'en période de crise, quand on est sans dessus-dessous, le fait d'avoir un minimum de cadre intellectuel préparé permet d'être un peu moins pris par la surprise. Donc on a toujours intérêt à faire des scénarios en réalité, pour avoir un cadre de lecture des événements, essayer de faire rentrer les événements dans un cadre de lecture. Moi, je pense qu'il y a quand même, au fond, si on parle de risque géopolitique, et c'est très délicat. Alors, par exemple, à l'IFRI, Marc Julien, là, qui est le directeur du centre Asie, a un groupe de travail sur des scénarios Taïwan auxquels participent des entreprises. Donc, il passe très régulièrement les différentes options, analysant les derniers exercices qui ont pu avoir lieu et s'interrogeant sur les conséquences que ça peut avoir à court, moyen, long terme. Mais au fond, il y a un scénario, et c'est très difficile vous allez comprendre pourquoi, de le dire, parce qu'on craint toujours la prophétie autoréalisatrice. Mais ce qui est certain, c'est que, pour ce qu'on en voit avec les travaux actuels avec Lucie Miel, c'est que le scénario d'une implosion de l'Union européenne, il est posé par un certain nombre d'acteurs. Et donc, nous aussi, c'est comment, en fait, on le prend en compte, comment on l'intègre. C'est-à-dire que on part là quand même du postulat, avec la typologie que vous nous proposez, André, que l'Union européenne reste, ce que tout le monde souhaite, unie, cohérente. Mais on ne peut pas faire l'économie intellectuelle en termes de prévision d'un scénario qui verrait une Union européenne plus dysfonctionnelle. Merci Thomas. Alors, je vois avec inquiétude le temps passer parce que je voudrais garder du temps pour vos questions, y compris celles en ligne, mais je ne peux pas, malgré tout, je passe sur toutes mes questions. Il y en a quand même une sur laquelle je voulais vous interroger, mais si possible très brièvement tous les deux, c'est quand même le Groenland, parce que parler de risque géopolitique aujourd'hui, 2 jours après ces menaces et puis ces déclarations, il faut bien le dire, sidérantes, je pense pour les Européens, de Donald Trump. Quelle doit être, à votre avis, la réaction de l'Union européenne? Je m'excuse de vous demander de réagir brièvement là-dessus, peut-être, et puis après, comme ça, on garde du temps pour prendre des questions. André. Donc, je pense que cette fois-ci, effectivement, euh, on doit être sérieux, on doit avoir une réaction ferme. Donc, je pense que l'été passé, donc les droits de douane, ils datent d'avril, mais la conclusion de l'accord, c'est au mois d'août. Et clairement, l'Union européenne, elle a cédé sur tout. Pour moi, j'étais malade de lire le document, qui est le document entre l'Union européenne et les États-Unis, qui dit que c'est un accord équilibré. C'est tout sauf un accord équilibré. Les États-Unis mettent des droits de douane et nous, on démantèle, ou on était censé, peut-être on ne le fera pas, on était censé démanteler nos droits de douane, et seulement pour les États-Unis, en violation des règles de l'article 1 du GATT, le MFN. Alors, très pénible, très, très pénible, et plus les questions sur l'investissement, etc. En même temps, je n'imaginais pas qu'on allait prendre une autre décision. Donc, je n'aurais pas souhaité cette décision, mais elle me semblait inéluctable. Et elle me semblait inéluctable à cause de l'Ukraine. Et donc, lorsque la directrice générale de la Commission des affaires commerciales, Sabine Véhan, était au Parlement européen en septembre dernier, elle était interrogée et elle a admise, en fait, et on la voit d'ailleurs sur la fameuse photo avec von der Leyen et Trump, elle est la seule qui assiste à des funérailles. Elle est en noir, elle n'a pas de sourire, tous les autres sont là avec les pouces levés et un grand sourire, et elle est vêtue de noir, et elle a une mine patibulaire. J'ai envoyé ça à mes amis et j'ai dit, elle est la seule personne digne sur cette photo. Et quand je parle avec mes amis à la commission des directeurs généraux, des anciens directeurs généraux, elle a sauvé notre réputation. Et c'est vrai, quelque part, c'était pénible de voir, mais c'était inévitable, me semble-t-il. L'Union européenne, les pays européens
On ne va pas revenir sur les pressions économiques et les pressions géopolitiques, c'est-à-dire économiques, les exportations de voitures, etc., la question de l'Ukraine. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas le fameux bazooka, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas une majorité pour faire cela. Donc on pouvait s'agiter autant qu'on voulait, on n'y arrivait pas. Maintenant, donc la question c'est, est-ce que cette fois-ci, est-ce que la situation est différente? Et en vérité, je viens un petit peu à Paris pour essayer de comprendre cela. Pas pour savoir qu'est-ce que Paris pense uniquement, mais est-ce que Paris, parce que j'entends des déclarations qui ont été faites, mais est-ce que Paris pense qu'elle peut obtenir une majorité avec d'autres pays qui, cette fois-ci, sont en mesure de le faire? Est-ce que notre situation géopolitique, militaire en vérité, sur le terrain en Ukraine, en termes de renseignements et d'autres choses. J'ai entendu les déclarations du président Macron disant que la France maintenant fournit 2/3 des renseignements stratégiques. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que si c'est le cas, et ça n'était pas le cas l'été passé, on peut se passer des États-Unis et donc on peut prendre des mesures de rétorsion qui, me semble-t-il, sont nécessaires, mais est-ce que politiquement, il peut y avoir un accord entre pays? Est-ce que la France peut être cet acteur avec d'autres qui peut obtenir cela? Là, je ne connais pas la réponse, j'attends la réponse de vous. Je saisis la transition, André. Thomas, que pense Paris? C'est une bonne question. Paris pense-t-il déjà? Bon, je pense que c'est très important, comme l'a fait André, de relier le Groenland à la situation en Ukraine, parce que fondamentalement, le problème des Européens, c'est de vouloir garder les Américains à bord pour l'Ukraine, je serais tenté de dire quoi qu'il en coûte, et de les tenir à distance pour le Groenland. Or, il y a une certaine cohérence dans la lubie de Trump qui n'est pas nouvelle, hein, qui avait été exprimée, suscitant là aussi beaucoup de sarcasme lors de son premier mandat. La cohérence, c'est celle de la sphère d'influence qu'il partage au fond avec Vladimir Poutine et avec Xi Jinping. Et puis, c'est aussi la sécurisation de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire que une bonne partie de la profondeur stratégique de l'Europe, dans une perspective de confrontation imposée par la Russie sur la durée, c'est l'Atlantique Nord. Et que le rapport de force est en train de changer. Et qu'il y a une question assez fondamentale en termes d'analyse de risque géopolitique, c'est ce que les marines européennes seraient capables de faire dans l'Atlantique Nord seules ou avec un soutien différent de celui dont elles bénéficient aujourd'hui de la part de l'allié américain. Et ensuite, sur l'analyse de risque à proprement parler, là c'est peut-être aussi un sujet sur lequel André a des vues plus précises que les miennes, c'est à partir du moment où on escalade en termes commerciaux avec les États-Unis, au fond, quelles sont les étapes que l'on peut clairement identifier? Ça, c'est une question évidemment à laquelle, à mon avis, un grand nombre d'entreprises sont obligées de réfléchir très sérieusement maintenant. En effet, donc Paris se pose des questions aussi. Et, mais en tout cas, sur le plan oui, économique et géopolitique, et d'une façon bon, voilà, qui lie en tout cas ces questionnements aux épisodes précédents. On pourra y revenir peut-être dans la discussion. Maintenant, si vous avez des questions, on va peut-être en prendre deux ou trois. Monsieur, alors il y a un micro qui va vous être tendu. Ça permettra que tout le monde... Et si des personnes en ligne veulent poser des questions sur le chat, oui, bonjour, je voudrais renchérir sur l'Ukraine. Nous ne sommes pas capables d'aider sur le Groenland. Nous ne sommes pas capables d'aider l'Ukraine. Quant à l'Iran, nous faisons des bonnes paroles, mais nous ne bougeons pas. Si Taïwan était attaqué, on ne pourrait rien faire. Nous avons face à nous un monsieur qui a écrit un livre sur l'art du deal et qui nous dit, contrairement à ses habitudes, qu'il veut quelque chose et qu'il est prêt à payer très cher. Il est très maladroit, il est très désagréable, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, plutôt qu'à parler de coercition, de lui dire « asseyons-nous et discutons le bout de gras ». Ce serait le seul moyen d'obtenir que, comme vous l'avez dit, l'Atlantique Nord soit vraiment aidé, pas seulement avec 8 chasseurs alpins qui viennent appuyer 2 traîneaux à chiens, mais avec la puissance américaine. Merci. Merci, monsieur.
Monsieur, je vous demande juste si vous voulez vous présenter en posant votre Oui, question. je suis Michel Natixis. Petite question, André Sapir, dans quelle mesure, dans vos scénarios, vous prenez en compte la monnaie et le changement dans la dynamique de la monnaie, les États-Unis, le stablecoin et le développement de l'euro numérique? Merci. Monsieur. Donc, bonsoir. Donc, ma question est la suivante. On a pu voir dans un article du Monde la semaine dernière une montée du scepticisme de l'Europe, enfin de l'Allemagne sur l'Europe. Ma question est donc, comment vous analysez cela? Et est-ce que vous pensez justement qu'il faudrait dans les scénarios une sorte de réenchantement du discours pro-européen? Et mon dernier questionnement était donc notamment sur cette montée du scepticisme. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à un point où on a vu que les États-Unis font notamment des droits de douane différenciés, là justement dans des sanctions? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie américaine de division de l'Europe et quelles conséquences pour celle-ci? Je vous remercie. Merci. On va peut-être en prendre deux encore, monsieur, et puis là-bas. Vous avez très bien exprimé les limites, Wilfried Samit, pardon, je ne me suis pas présenté. Vous avez très bien exprimé tous les deux les limites des outils de prévision économique et géopolitique. On peut dire, je crois, que la crise de 2008 exprime déjà la première élection de Donald Trump. Et M. Gomard a rappelé que la chute du mur de Berlin et le marché unique que représentait l'ex-URSS est passé sous les radars de la montée en puissance d'un nouveau golem, si je puis dire, qui n'était plus l'URSS, mais qui était une nouvelle menace pour l'Occident. Alors, quid de vos outils prévisionnels je reprends une expression de Thomas Gomard, dans la conception d'antidotes idéologiques? Parce que la réponse, elle doit être aussi là. Je pense que comme en 2008, on a, sur le plan économique, a suffisamment répondu. Obama a empêché la chute des banques, mais il a moins pris en compte la misère du peuple américain qui a élu secondairement, pour résumer rapidement les choses, un Donald Trump. Quid de la réaction et de la puissance de réflexion, puisqu'elle existe. On la voit tous les jours. On a l'impression qu'il y a une paralysie des sachants économiques et géopolitiques face à cette montée inexorable. Et pour faire une petite image un peu d'actualité, on se retrouve dans la situation de Stefan Zweig à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, qui désespéré finit par suicider. Alors donc on va peut-être éviter d'arriver dans une réflexion mortifère. Et donc je voulais savoir quelles étaient votre projection pour un monde de demain meilleur que le monde d'hier. D'accord. Et quelle capacité de l'Union européenne de former le débat? Il y avait une question, juste monsieur là-bas, et puis après je redonne la parole aux intervenants. Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Donc, Xavier Brun, je travaille au Centre d'analyse et de prévision sur les questions économiques. J'avais une question pour revenir sur la hiérarchie le caractère relatif de la hiérarchie de la puissance à partir du Carus. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a non seulement la Russie, mais un certain nombre de puissances régionales qui ont une influence politique qui est sans commune mesure avec leur poids économique, en tout cas mesuré en PIB nominal, notamment dans le Grand Moyen-Orient, je pense au Pakistan, à l'Iran jusqu'en 2025, à la Turquie. Et là, il me semble qu'il y a un élément qualitatif, alors c'est peut-être le fantasme du fonctionnaire, c'est l'existence dans ces pays d'un État profond qui a une vision stratégique très cohérente, constituée de fonctionnaires, de militaires, etc., et qui impose cette vision stratégique au-delà des cycles politiques et qui est capable de déployer des grandes stratégies sur des années, voire des décennies, ce qui contraste avec les à-coups et l'inconstance des démocraties libérales. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, oui, c'est tout simplement une question d'indicateur. On raisonne jusqu'à présent en termes de PIB nominal. Si on raisonne en termes de PIB de pouvoir d'achat, comme le fait votre homonyme Jacques Sapir, mais c'est repris par des économistes plus neutres que Madame Touze, on a une vision de la désoccidentalisation du monde qui est tout autre, avec la Russie qui passe du 9e au 4e rang, la Chine qui est première et l'Inde au 3e. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'ajoute juste, vous n'aurez pas le temps de répondre à tout, mais je vous laisserai le choix. Et puis on croit, comme l'a souligné Thomas aussi, à la valeur aussi performative et progressive des questions en elles-mêmes. Donc, je n'ai pas le temps de tout lire, mais juste pour mémoire, notamment deux points mentionnés dans le chat. La souveraineté stratégique ne commence-t-elle pas par la création et la consolidation d'un marché domestique solide?
Premier point. Et puis un deuxième point pour s'interroger sur le rôle potentiel des pays de l'Asie centrale et des Émirats arabes unis qui prennent un poids de plus en plus important quant aux ressources qu'ils détiennent pour alimenter la transition énergétique et soutenir la transition digitale. Deux points effectivement importants. On va essayer de rester dans le créneau horaire, donc ce qui laisse très peu de temps par rapport à toutes ces questions, mais de toute façon, bon, elles pourront alimenter d'autres échanges ultérieurs. André, je te laisse choisir tes angles de réponse. Merci. Merci. Donc, je vais prendre deux, trois points. Première chose sur la monnaie. Donc, dans les scénarios, on ne discute pas ne rentre pas en compte, disons, les évolutions stablecoin et autres, monnaie digitale. Par contre, dans disons, les remèdes ou les décisions de politique économique qu'on recommande, puisque nos recommandations, elles vont dans le sens disons, d'instruments pour renforcer ou pour créer ou renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Oui, là, tout à fait, on a une discussion sur les stablecoins. Et donc, ça, c'est une véritable discussion qu'il faut avoir en Europe. Donc, pas simplement. Bien sûr, il y a un aspect économique. C'est intéressant. Si vous avez tous lu, bien sûr, le document stratégique américain. Et si vous regardez ce document, donc il y a les principes, il y a des priorités. 5e priorité, c'est la sécurité économique. Et dans la sécurité économique, il y a un certain nombre de points. Et le dernier point, c'est, je l'ai noté ici, préservation et accroissement de la domination américaine dans le secteur financier. Donc, c'est vu effectivement comme un aspect clé au niveau de la sécurité nationale. Et c'est vrai que les États-Unis sont dominants. Donc, oui, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on aborde dans notre papier. Est-ce que les États-Unis pourraient arriver à mettre des droits de douane différenciés sur les différents pays européens? Je crois que c'est une possibilité. Personnellement, j'avais pensé que Trump l'annoncerait déjà en avril dernier. Donc j'étais surpris de voir qu'il ne l'avait pas fait. Donc je pense que c'est quelque chose de possible. Pourquoi il ne l'a pas fait, je ne sais pas du tout. Et dernier point sur Turquie, Iran, Pakistan. Je ne suis pas un spécialiste. Ma femme est indienne, mais je connais un peu la région, mais je suis pas. J'étais au Pakistan, j'étais en Iran, j'étais en Turquie, j'étais dans tous ces pays. Maintenant, je ne vois pas exactement la Turquie. Je pense que la Turquie est une puissance régionale. Je ne pense pas que le Pakistan est une puissance régionale. Donc le Pakistan, oui, il a cet État profond, etc. Tout ça, mais n'est pas, à mon avis, n'est pas. La Turquie, oui, et dans les 12 puissances, la Turquie fait partie. Et dernier point. Donc, c'est une bonne question. Donc, selon l'indicateur qu'on utilise, si on utilise un taux de change nominal ou le taux de change en parité de pouvoir d'achat, effectivement, on obtient des éléments différents. La Chine est la plus grande puissance et le plus grand PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, pas en nominal. La Russie, beaucoup plus grande, etc. Donc, personnellement, si vous me posez la question, qu'est-ce que je recommande de faire? Je dirais, si la question qui vous intéresse, c'est d'évaluer le niveau de vie dans un pays. Quel est le niveau de vie en Inde? Quel est le niveau de vie en Chine par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe? Clairement, il faut utiliser les parités de pouvoir d'achat. Si la question qui vous intéresse est une question de puissance économique, mais puissance de manière plus large, j'utiliserai clairement le dollar. Parce que le changement, disons la raison pour laquelle la Russie devient beaucoup plus grande en parité de pouvoir d'achat ou la Chine devient beaucoup plus grande en parité de pouvoir d'achat, c'est tout ce secteur non marchand à quel on donne une valeur. Mais
Ça n'a aucune puissance, ce n'est pas le reflet d'une puissance économique du tout. Donc pour le niveau de vie, c'est sûr que de savoir, j'ai pas un salaire très grand, mais j'emploie quelqu'un qui vient me faire la cuisine. Mon beau-frère, il a 2 chauffeurs. Et mon beau-frère, c'est un ingénieur, rien de spécial. Ici, il serait dans la classe moyenne, très, très moyenne. Il a 2 chauffeurs. Un pour lui et un pour elle. OK, bon. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Mais bon, c'est tout. Ce n'est pas de la puissance. Thomas? Merci beaucoup pour toutes ces questions pertinentes. Je suis vraiment désolé parce que j'ai un avion à prendre, donc je vais me concentrer sur une seule d'entre elles, qui est votre question, monsieur, sur les outils, en fait, sur la méthodologie. Moi, je pense que ce qu'il faut arriver à faire pour faire de la bonne analyse et de la bonne prévision, c'est à la fois faire beaucoup de chiffres, de très bien connaître ça, de très bien connaître la littérature académique, de voyager le plus possible. Voilà. Et puis j'ajouterais une chose, c'est que ça c'est aussi peut-être le tropisme russe, mais c'est de prêter attention à des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention dans l'univers ou des économistes ou des spécialistes de relations internationales. C'est la littérature, ce sont les arts, ce sont les séries, les films, etc. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si, ayant quitté la Maison Blanche, Donald Trump a regardé la série Enfer Blanc, mais s'il a regardé, il est probable qu'il en ait été inspiré. Tout finit par la culture. Voilà, donc c'est le bon mot de conclusion. Merci à tous pour votre attention. Merci surtout à nos 2 intervenants, enfin, chez lui, mais pour cette discussion qui n'est qu'un début, mais qui, je pense, était passionnante. Voilà.